Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, notamment parce que ce week-end, qui était le dernier week-end d'Open Cup qualificatif pour le Master Tour d'Alaran, j'ai réussi à remporter mon Open Cup du coup et à me qualifier pour le Master Tour de Dalaran. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les différents decks que j'avais joués. Là, on va commencer par le prêtre. Alors voilà, donc c'est un prêtre contrôle qui est assez classique mais qui a quelques particularités. Et ce que je voulais souligner avec ce deck, c'est que même si c'est un deck contrôle, il faut en général essayer de le jouer avec un maximum de tempo. Donc le titre de la vidéo, ce sera probablement d'ailleurs pourquoi Prêtre est un deck tempo ou quelque chose du genre. Mais bref. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe dans ce deck? Donc déjà je vais parler un peu de la liste. Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à ce qu'on voit fréquemment et pourquoi c'est intéressant. Alors, déjà, on voit que la top curve elle est à 6 mana. Et c'est pas n'importe quelle carte, parce que ça c'est une carte qu'on voit pas forcément dans tous les prêtres. C'est le Onyx Mage Scribe. Bon, pardonnez mon anglais, mais bref. Donc en gros, c'est un bon body, 4-9, très compliqué à tuer, avec des moyens classiques. 9 PV sur le T6, c'est plutôt solide. Ça fait des bonnes cibles pour les buffs, donc il y a ça qui est joué dans le deck, mais vous n'êtes pas sans savoir que le prêtre génère énormément de sorts, donc il y a ce genre de choses qui sont toujours sympas. Également ce buff là qui peut être très très utile sur des 4-9. En plus contre mage ça fait 9 PV qui vont l'embêter pour nous mettre un masque dans la tête. Et en plus pareil dans les miroirs de prêtre, euh, c'est c'est une des meilleures cartes du miroir de prêtre parce que ça a un énorme body compliqué à gérer, ça a des stats 4-9 donc ça se prend même pas death. Et en plus de ça, ça va nous rajouter 2 sorts dans notre main, donc ça nous donne de la value. Donc vraiment, cette carte, c'est tout ce qu'on veut dans beaucoup de match-up. Après, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de carte qui coûte plus cher que ça? Par exemple, j'avais déjà joué des Open Cup dans lesquels il y avait Isera dans ma liste de prêtres, qui est une très bonne carte en prêtre, hein, parce que ça rajoute de la value, et puis même l'effet justement d'un des sorts, le sort Dream, qui permet de sap une carte pour 1 point de mana, donc de remonter une créature adverse dans la main de l'adversaire. C'est un effet qui non seulement en termes de tempo est insane, mais en plus c'est quelque chose que le prêtre n'a pas dans son kit, donc le fait de pouvoir d'y avoir accès, c'est vraiment ce qui fait que la carte est très forte, sans parler des autres cartes évidemment, hein. Par exemple, le sort à 0 qui donne plus 4 d'attaque, ça donne un peu plus de burst au prêtre qui d'habitude n'en a pas, ou très peu en buffant ses créatures. L'AOE à 5 pour 3 de mana qui est vraiment très très forte, hein. Il y a beaucoup de match-up où en posant Isera, euh, juste le fait de poser Isera et de savoir qu'on a l'AOE fait que la game est quasiment pliée. Je pense à Rogue qui peut du coup plus nous mettre de board menaçant, je pense à Druid Token, ce genre de choses-là. Alors pourquoi moi est-ce que dans ce deck-là j'avais choisi de pas jouer cette carte? Et bien c'est tout simplement parce que en fait l'idée de ce deck c'est d'avoir justement de la tempo. Et quand on a cette carte en main qui est qui est bloquée dans la main et du coup qui fait qu'on n'a pas de play en early game, et ben on est un peu déçu. Sachant que de toute façon, on peut récupérer des Isera assez fréquemment sur les études draconiques. Donc c'est pas comme si on se privait totalement de, de l'effet d'Isera pour jouer à autre chose. Au final, même les decks qui jouent Isera, il y a beaucoup de games, notamment les games les plus longues, c'est en miroir de prêtre. Beaucoup de games où on joue plusieurs Isera parce qu'on en récupère sur les études draconiques. Donc au final, c'est pas tellement une perte, c'est pas une si grande perte que ça pour le deck. Donc ensuite, en général, donc il y a cette carte qu'on voit parfois qui n'y est pas. Il y a également le miroir des âmes, qui n'est pas dans cette liste, parce que pareil, encore une fois, hein, c'est une très bonne carte, mais il y a pas mal de boards que ça ne résout pas. Des boards avec des PV qui ont, enfin des créatures adverses qui ont plus de PV que d'attaque. Et l'idée de base du deck, et l'idée de base dans Hearthstone, c'est que pourquoi utiliser des sorts de contrôle quand on peut avoir des créatures qui vont faire le contrôle pour nous en fait. Et on n'a pas besoin du coup d'avoir des sorts, plus de sorts que ça, on a juste à avoir des créatures sur le board et à faire nos trades de cette façon-là. Ce deck là c'est le parfait exemple de ça.
un sort qui est très puissant. On choisit de ne pas le jouer, déjà parce qu'on peut de temps en temps le récupérer avec CTech ou bien avec Renew ou bien avec Palm Reading ou même le Scorpion. On a déjà énormément de moyens de générer des cartes avec beaucoup d'impact comme celle-ci, et ça permet de la prendre uniquement dans des situations où on pense que la carte va être forte. Parce que cette carte, dans certains match-up, elle sert juste à rien, elle est trop lente. Ici, du coup, quand on regarde la liste, donc on a cut le Soul Mirror, on a cut Isera qui est joué par certaines listes. Pour ajouter quoi? On a rajouté une Ooze, ces petites prières là qui sont clairement pas dans toutes les listes de prêtres, qui combodent bien avec Xyrella, et pas mal aussi avec Mage Scribe, parce que ça permet sur le T6 de faire Mage Scribe et de jouer ce sort pour récupérer 2 sorts directement. On a récupéré des insights qui sont plus dans tous les decks contrôle, notamment parce que dans les match-up contrôle, il y en a beaucoup en Open Cup. Les gens pensent que il faut essayer de ne pas piocher pour aller à la fatigue, pour ne pas aller à la fatigue plutôt et gagner la game comme ça. Sauf qu'au final, les games de les games contrôle, c'est souvent soit Mirror de prêtre dans les Open Cup, soit prêtre contre guerrier, puisque le démoniste est très souvent banni de ce genre de line-up, hein. La line-up contrôle par excellence, c'est prêtre contrôle, war contrôle, bien greedy avec Toon, tout ça, et démoniste. Mais bon, en général, le démoniste est banni parce que, bah, quand c'est en mirror de line-up contrôle, parce que bah, le démoniste a quasiment une free win contre le prêtre. Il a trop de bons outils de gestion, et derrière Jaraxxus, c'est une carte qui est trop compliquée à gérer pour le prêtre. Ticatus pareil, qui fait qu'à la fatigue, il va jamais gagner de toute façon. Donc les gens pensent que dans ces match-ups prêtre contre prêtre et prêtre contre war, ça se joue à la fatigue. Eh ben, c'est totalement faux, pour le coup. En tant que prêtre, il faut jouer un maximum tempo, et en fait, moi ce que je trouve intéressant dans le prêtre actuel, c'est que dans les match-up contrôle, il faut essayer de trouver un équilibre entre le fait de contrôler le board, enfin entre le fait d'avoir pas mal de tempo en mettant pas mal de créa, et en même temps réussir à avoir de la value. Par exemple, en fait, on va essayer de générer de la tempo et de la value avec des cartes comme Wandmaker, le petit scorpion qui est vraiment incroyable en mirror de prêtre ou même en mirror de contrôle, parce que c'est une carte qui est absolument horrible à gérer, et quand il y a un scorpion sur le board adverse, et qu'on peut pas le gérer, bah on a juste pas envie de jouer par exemple nos grosses cartes comme celui-ci si on sait qu'il va se faire bouffer par un scorpion. Et en plus du fait que le scorpion, ça a un body correct, 3 PV, au final 3 PV c'est pas mal pour un T3, 1 d'attaque on s'en fiche puisque ça a poisoneuse, donc c'est comme si ça avait attaque infinie. Et en plus de ça, on a un très bon cri de guerre pardon, qui permet de récupérer un sort, donc d'avoir plus de value, donc potentiellement des Raise Dead pour récupérer des Wandmaker, des Scorpids, des CTech. Euh, Après, on peut avoir également souvent des Renew, on peut avoir des Palm Reading. Donc tout ça, ça permet de générer pas mal de tempo et de value. L'important, du coup, comme je disais dans les match-up control, c'est d'avoir assez de tempo pour que l'adversaire puisse pas faire les plays qu'il veut, et en même temps, générer assez de value pour que, même lorsque notre board se fait détruire, on ait de quoi repeupler après. Comment ça se passe dans ce genre de match-up en général? Pour gagner, le plan de jeu, c'est on essaie de faire un board avec des créas qui dégénèrent de la value, donc Scorpion, Wandmaker, CTech. L'adversaire est obligé d'être réactif, donc il gère notre board, mais peut-être qu'il va pas le faire de manière super optimale, donc peut-être qu'il va rester une créa en vie. Cette créa, le tour d'après, lui, vu qu'il a passé son tour à gérer notre board, bah, cette créa, elle est allée face. Nous, vu qu'on a géré de la value en même temps qu'on faisait de la tempo, on utilise cette value pour continuer à générer un board et en même temps continuer à générer de la value. L'adversaire est encore débordé sur le board, il est obligé d'essayer de gérer, et ainsi de suite. Souvent, du coup, la personne qui est en train d'essayer de gérer a un temps de retard, ce qui nous permet de rentrer quelques créatures face, et au final, c'est en gagnant un petit avantage tour par tour qu'on finit par snowball une game et gagner juste à la pression. Donc, si vous voulez gagner les match-up de prêtres, le but, c'est pas d'être le plus greedy possible, avec une liste qui a Ktoon, ce genre de choses. Il y a beaucoup de gens qui jouent Ktoon, beaucoup de gens qui jouaient les 4 mana 5-5, les pirates là. Bon, ça c'est une expression, voilà, c'est lui. C'est un cas un peu à part parce que cette carte, au final 5-5 pour 4 c'est un bon body, et en plus vu que ça découvre une carte du deck de l'adversaire, on peut s'arranger pour que ça nous fasse de la value et
que ça arrange pas trop l'adversaire la carte qu'il récupère. Donc ça va dans le concept que je disais d'avoir de la value et de la tempo en même temps. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour la liste. Donc comme je disais, hein, quelques cartes originales comme celle-ci, celle-là et Insight qu'on voit plus trop. Ooze pareil, Ooze pourquoi Ooze? Parce que contre les paladins, il y a beaucoup d'armes. Contre les rogues armes qui target prêtre, dans les line-up target prêtre, il y a soit des line-up full control, soit des line-up druid token, euh, rogue arme, et en dernier, souvent, je sais pas, un autre deck, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Mage, souvent mage, ouais, c'est ça. Souvent mage ou ce genre de choses. Le fait d'avoir une ooze, ça fait qu'on passe de 0% contre rogue arm à une bonne chance de gagner si on chope la ooze, même si c'est pas forcément garanti. Alors, donc maintenant, bon, je vous ai dit que de, c'était bien de jouer pour la tempo en prêtre, mais bon, vous n'allez pas forcément me croire sur parole. Donc maintenant, le but, ça va être d'étayer le propos. Et comment on va faire ça? Eh bien, c'est simple, je vais vous montrer. Alors attendez, hop. Je vais vous montrer une game que j'ai fait euh, dans mon Open Cup. Je vais vous montrer une game de la finale. Voilà, parfait. Attendez, hop, ce que je voulais faire, c'est juste passer Hearthstone sur l'autre écran, comme ça, le tracker va pas m'embêter. Voilà, parfait. Donc là, on va faire une petite analyse de la game de mage contre prêtre. Donc là, c'est en finale. Le contexte de la game, c'est quoi? Donc c'est finale d'Open Cup. Évidemment, tous les deux hyper stressés. Enfin, moi j'étais stressé en tout cas, après lui, je ne sais pas, hein, peut-être pas. J'étais stressé et hyper fatigué du fait que j'avais dû attendre à peu près 4 heures. C'est la première fois que ça m'arrive. 4 heures pour avoir mon adversaire de finale. Donc c'est-à-dire que j'ai gagné ma demi-finale. Je vois que j'ai pas mon match tout de suite, donc je vais voir le bracket. Et là, je vois que dans le bracket, donc la finale qui était à la ronde 9, attendez, ça je vais peut-être le bouger. Ouais, ça va être mieux comme ça, ok. Donc la finale qui était à la ronde 9, euh, je regarde le bracket et je vois que l'autre partie du bracket, donc qui va me donner mon adversaire en finale, en est à la ronde 5. C'est parce qu'il y avait des line-up complètement contrôle qui prenaient énormément de temps à jouer leur match. Et du coup, bah, j'ai dû attendre entre 3 et 4 heures pour avoir mon dernier adversaire. Donc, sachant que c'était le dernier week-end de Cup, que j'avais uniquement 2 top 8, donc si je perdais, il me fallait que je fasse au moins 2 top 8 ou que je regagne une finale. Et le fait de devoir attendre 3 à 4 heures, mentalement, ça me mettait vraiment pas bien parce que je voyais que. Donc là, c'était l'Open Cup de 8 heures donc sur le serveur américain. Et donc ça faisait que j'étais en finale à peu près vers minuit ou 23 heures. 23 heures minuit, j'étais en finale et j'avais pas eu mon match avant 3h30 du matin. Et du coup, bah, non seulement je pouvais pas dormir, d'habitude le rythme d'Open Cup est déjà tellement soutenu que dès que on a un temps de pause, on s'endort. Sauf que là, vu que j'étais toujours dans la cup, je pouvais pas me permettre de m'endormir. Si jamais il y avait un match qui arrivait et que je le ratais, et que je perdais ma finale comme ça, c'était inenvisageable. En même temps, au fur et à mesure que le temps tournait, je voyais que l'Open Cup de 2 heures, bah, l'Open Cup de 2 heures, je l'ai raté puisque j'étais toujours en train d'attendre mon adversaire. Mon adversaire, il arrivait vers 3h35. Vu que ma line-up était quand même un peu contrôle, et que de toute façon, en finale, tu prends vraiment ton temps pour faire tous les plays, je savais que celle de 4 heures, j'allais la rater également. Donc, grosso modo, j'étais dans un setup où soit je devais gagner ce match pour être qualifié, soit à 4 heures, j'allais la rater, donc j'allais pouvoir dormir un petit peu pour faire l'Open de 6 heures. Ensuite, il aurait fallu que dans les 7 Open Cup restantes, je fasse au moins 2 top 8 ou que j'en regagne une. Donc, ce match, mentalement, j'arrive dans l'état dans le match, c'est très compliqué mentalement. Enfin, j'ai essayé de me maintenir éveillé, mais pas juste me maintenir éveillé, parce qu'il faut quand même avoir le cerveau alerte, surtout pour jouer une game aussi importante. Donc j'ai essayé de me forcer à faire autre chose, j'ai fini par aller me faire à manger, je suis revenu, je marchais un petit peu. Bref, donc ça c'était pour avoir le contexte de la game. Mon adversaire, lui, il venait d'enchaîner plusieurs matchs. Donc lui, il était plus dans la dynamique de vas-y, j'enchaîne, je fais que gagner, ça se passe bien. Donc déjà, je sentais que si je faisais pas attention à mon mental, j'allais avoir un désavantage sur le mental. Enfin, j'allais perdre un edge juste comme ça. Donc bon. Ensuite, j'arrive.
Donc ça, quelle est la première game? Est-ce que c'est la première game du BO? C'est ça la question? Alors non, c'est encore pire, c'était la game 3. Donc il y avait un partout au score. Je tag un match-up qui est, honnêtement, qui est un peu à l'avantage du mage, qui est souvent, je dirais 55-45 pour le mage, ou peut-être même 60-40. Bref, je sais que c'est pas le meilleur match-up, surtout que mes techs sont pas hyper bonnes anti-mage. Par exemple, quelques open avant, je jouais un prêtre qui jouait les géants à 11. Ils sont où? Je vais vous les montrer vite fait. Hop, Giant. Non, c'est même à 12. Ces géants-là. Ces géants-là qui sont très forts contre mage. Pourquoi est-ce qu'ils sont forts contre mage? Eh ben c'est simple, parce que regardez, on passe de 12 à 10. De 12 à 10 points de mana. Et ça veut dire que le missile d'évolutif, eh ben, il fait absolument rien à cette carte-là. Il peut rien y faire. Donc du coup, avoir une créa de cette taille-là, que je peux buffer, qui peut venir souvent rapidement, parce que le mage, quand il fait des font of power, quand il pioche et tout en début de partie, souvent T4, je pouvais poser un géant comme ça. Enfin bref, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais toujours est-il que j'avais pas ces cartes-là qui étaient très fortes dans ce match-up. Donc je sais que j'arrive dans un match-up où euh, mon adversaire peut me faire un counter slow, mon adversaire peut me faire Lunacy parce qu'il jouait Lunacy. Donc je sais qu'il va falloir que je joue un maximum tempo. Je me dis que comment est-ce que je peux gagner cette game? Et bien tout simplement en prenant le board rapidement et en le forçant à utiliser ses ressources défensivement et pour jamais lui laisser le temps de nous tuer quoi, concrètement. Donc on va voir comment la game se passe. Peut-être mettre en 0,75. Comme ça j'ai le temps de commenter. Alors, déjà le mulligan. Rénovation, c'est une carte à 1, ça paraît une carte à 0, mais ça fait pas assez. Je préfère aller chercher, comme je disais, les cartes qui génèrent de la value et de la tempo. Donc étude draconique c'est bien, pourquoi? Parce que sur 1, de toute façon, on n'a pas d'autre play à faire. Donc on pourrait penser que c'est juste découvre un dragon, le prochain vous coûte un cristaux de moins. Donc ça veut dire qu'on découvre un dragon et on le caste pour son coût normal. Sauf que non, vu que de toute façon sur le tour 1 on n'a absolument rien à faire, le fait de jouer étude sur 1, ça fait qu'on va jouer un dragon à 1 point de mana plus tard. Puisque de toute façon ce point de mana il aurait été perdu. Ok, rénovation, ça peut être intéressant, ça génère de la value, mais nous ce qu'on veut c'est de la tempo. Donc je préférais voir Scorpion, je préférais voir One Maker, je préférais voir CTech. C'est vraiment les trois cartes. En fait, les quatre cartes que je veux au mulligan, c'est Étude Draconique, CTech et One Maker. Et Scorpion, ok. Donc, en face, je vois qu'il garde une carte. Quand le mage garde une carte en main, c'est souvent un counter slow. Donc de base, je me dis, oula, là, il a gardé une carte en main, si j'ai pas de la tempo, je vais me faire rouler dessus par un counter slow et je vais juste perdre. Donc bon, je vois que ma main, honnêtement, ma main est excellente. Illucia, ça peut avoir des applications dans le match-up. Si jamais il fait un tour de secret, contre Presse, ce qui est très fort, c'est de faire le secret qui pioche 3 si on n'a pas pris de dégâts pendant ce tour. Donc souvent, lui, ça va être un de ses buts dans le match-up. Donc si je vois qu'il set up un ring toss quand il a le board, ou quand en tout cas moi je ne l'ai pas et que j'ai pas de moyen de mettre de dégâts dans sa tête, je peux illucer à ce moment-là. Comme ça, je récupère son deck, il récupère le mien. Et quand son tour va venir, il va piocher 3 cartes, mais il va pas piocher 3 cartes de son deck, il va piocher 3 cartes du mien. Et après, quand on récupérera, euh, quand on rééchangera les mains, moi j'aurai 3 cartes en plus de mon deck, et lui, bah, il aura pas pioché 3 cartes. Donc au final, c'est comme si on faisait un différentiel de plus 6 en termes de cartes. Ok, donc alors T1 évidemment, je fais étude draconique. Alors là c'est pareil, on veut de la tempo, donc je prends l'option la plus tempo, hein. Parmi, il y avait quoi? Il y avait Deathwing et Onyxia. Les deux ça m'intéresse pas, Deathwing et Onyxia c'est trop tard. Ça fait un bon body en plus qu'il y a un Raldagonie qui est embêtant à gérer, donc c'est tout ce que je veux. Donc là il me fait source de puissance. Je vois pas vraiment si c'était la carte qu'il avait gardée ou pas. Est-ce qu'on peut voir ça sur le tracker? Donc la carte qu'il avait gardée, c'était celle-là. Ok, celle-là. Sur le tracker je crois qu'on voit pas bien d'où la carte vient. Enfin sur le replay je veux dire. Ouais, on voit pas vraiment. Bon, toujours est-il qu'il le fait, donc il fait ce sort-là, donc je sais qu'il peut avoir des créatures, et il peut générer de la tempo. Donc moi, j'hésite absolument pas à drop mon CTEC sur 2, même si s'il fait pas la value directement,
ça peut potentiellement forcer une réponse, et si ça force pas de réponse, ben j'ai une 2-3 sur le board et je peux commencer à rentrer des dégâts. Donc lui il fait pièce, arcane intellect, donc ce qui est franchement un peu étonnant comme play. Euh, Bon bah après ok, il a voulu faire ça. Euh, il avait gardé une carte en main, et du coup je sais pas si c'était son Incanter's Flow, donc c'était pas Incanter's Flow mais ça pouvait être Font of Power. Donc ça me dit qu'il a pas de crack qui coûte 2, parce que sinon il les aurait probablement joués. À moins qu'il s'est senti tellement menacé par le CTEC qu'il s'est dit qu'il devait aller chercher une réponse. Ce qui est peut-être possible en soi. Et si c'est le cas, c'est encore plus une bonne raison d'avoir joué ce CTEC. Ok, donc sur 3 pareil, je drop mon Scorpion. Bon, 3 cartes, là pareil, une seule carte qui génère de la value et de la tempo, c'est l'étude draconique, donc je la prends. Mon seul but c'est de lui mettre de la pression hein, dans cette game, d'essayer de le tuer avant qu'il puisse, ou en tout cas de l'affaiblir pour qu'il soit dans une position inconfortable. Donc là il me fait, il me gère le CTEC, ok, il trouve un moyen de gérer le CTEC. Et là, donc là ça va venir à mon tour, je commence par faire l'étude, on pioche un châtiment qui est pas mal pour tuer cette 1-3. Donc là, pareil, on a quoi? On a aile noire en fuite, trop tard. Ça, ce sera à ce moment-là de la partie, c'est trop tard. Lui, vu que j'ai réduit mes dragons de 2, ça pourrait être intéressant, soit. Ça veut dire que c'est... Là, je suis sur le tour 4, et ça veut dire que potentiellement, prochain tour, je pourrais jouer une 8-8 pour 5. Euh, je choisis de pas faire ce play, pourquoi? Parce que si je fais ça, j'ai aucun play à ce tour-ci, en fait. Et j'ai vraiment envie d'être proactif à chaque tour. Donc je prends l'amalgame, hop, je joue l'amalgame, il me reste un point de mana. Là maintenant, la décision que je dois prendre, c'est est-ce que je vais tuer cette 1-3 avec le châtiment, ou bien est-ce que j'utilise le Scorpide. En soi, on pourrait se dire que le châtiment, ça rentre bien dans la curve, il me reste un point de mana, hop, je le fais, et je push 1. Mais je me dis qu'honnêtement, un point de dégâts, ça n'a pas assez de valeur, le châtiment plus tard, ça pourrait être utile, donc je choisis de conserver le châtiment et de faire le trade. Ok, donc là on trade, on arrive sur son T4. Il n'a pas fait d'incantor's flow, donc je risque pas pour l'instant de me prendre la Plexis Blast, et là, aïe aïe aïe. T4, je vois quoi? Suite de déraisons. Et c'est là que ça devient très compliqué. Pourquoi? Parce que pour l'instant j'ai aucun play proactif. Et si je lui mets pas assez de pression, déjà que de base c'est compliqué, mais là maintenant si je lui mets pas assez de pression, c'est clair et net, il va me tuer en fait. Il va faire des dingueries, il va lâcher des, euh, des comment ça s'appelle, le sort qu'invoque 3, enfin 4, 3, 5 pour 7, il va me tuer en fait, il va me plier en deux. Si je me laisse faire et si j'attends, j'aurai pas assez de ressources pour tout gérer. Donc là, je suis dans un plan de jeu où il faut que je le tue. Si moi je le tue pas, lui, avec son deck qui coûte 3 mana de moins, il va certainement le faire, y a pas de souci. Donc là, je suis embêté, j'ai absolument aucun play proactif. Mon seul tour, c'est soigner mon Scorpide et je vais dans la tête. J'aurais bien aimé pouvoir jouer cette 6-5. Au final, rétrospectivement, ça me dit que potentiellement, si j'avais pris une Osdormu, j'aurais pu drop un Osdormu ce tour-ci. Mais, enfin, je pouvais pas prévoir que j'allais rien avoir à jouer. Et puis de toute façon, je pouvais pas prévoir qu'il allait passer son tour aussi, quoi. Donc je voulais vraiment avoir de la tempo à tous les tours. Ok, donc là en plus je suis d'autant plus désespéré euh, que bah je sais qu'il a une suite de déraisons dans son deck là, son deck il est réduit de 3, enfin c'est des sorts aléatoires mais ils sont tous réduits de 3. Il a beaucoup de cartes en main donc il y a potentiellement de la pioche qui peut aller faire des dingueries. Et moi je viens de passer mon tour sur un adversaire qui sur 4 fait suite de déraisons, sachant que la faiblesse de suite de déraisons, notamment quand c'est sur 4, c'est maintenant qu'on peut prendre avantage de, de cette lenteur pour agresser le mage. Et moi, ma réponse à sa, à sa suite de raison, ça a été quoi? Ça a été Hero Power Pass. Donc évidemment, je suis dégoûté. Là, dans ma tête, je me dis que j'ai déjà perdu, honnêtement. Parce qu'en termes de tempo, ça va être trop compliqué. Donc là, il fait boule de feu, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Boule de feu sur la 4-5, donc c'est un tour qui est vachement lent. Bon, boule de feu, j'ai le mental, donc il détruit tout mon board. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. Moi, je sais que j'ai de quoi repeupler. Et là j'ai deux possibilités. Donc je top deck le Mage Script d'Onyx, 4-9 pour 6, euh, et j'ai de quoi l'activer en soi, parce que j'ai une prière du désespoir. Mais je choisis de jouer cette 5-6, pourquoi? Parce que je me dis que déjà c'est un Ral d'agonie, donc s'il a un sort qui détruit une créature, comme c'est possible
avec son deck là, complètement aléatoire, ben, j'aurai au moins un ripop si jamais il me détruit la créa. Et en plus, comme je vous l'ai dit, là maintenant, vu qu'il a une suite de déraisons, le plan de jeu ça va être de le tuer. Si je le tue pas, je perds cette game. Donc si je le soigne de 5, ça va à l'inverse de mon plan de jeu, donc je veux pas faire ça. Donc je drop la 5-6, on va voir ce qui va se passer. Je me souviens plus de ce qu'il fait. Intelligence d'arcane, donc il pioche, donc c'est-à-dire que là toutes ces cartes à droite de sa main sont des cartes de suite de déraison. Donc elle coûte 3 de moins que ce qu'elle devrait normalement. Et les effets peuvent être totalement variés, donc j'ai absolument aucun moyen de jouer autour de ce qui va se passer, quoi. Mon seul plan c'est d'essayer de mettre le plus de pression et de le tuer. J'ai énormément de chance honnêtement. Ces deux premiers tours de déraison ça a été quoi? Ça a été boule de feu. Boule de feu, donc il a utilisé un truc qui venait de son deck. Et ensuite le tour d'après, il pioche, il joue aucune des cartes qu'il a pioché et il joue la 4-3. Donc moi quand je suis ça je me dis bah franchement je sais pas ce qu'il a mais tant mieux pour moi. Je joue cette fois-ci la 4-9 avec le smite qu'on avait conservé, donc qui devient extrêmement important à ce moment-là, qui nous permet d'avoir un bon tour de tempo. On dépose une carte, on récupère deux cartes qui peuvent avoir leur importance, un miroir des âmes et réanimation morbide, et en plus ça nous permet de push 5 points de dégâts. Hop, on le met à 18. Donc mine de rien, il est à 18, j'ai ça sur le board, clairement il sent la pression. Bon, il se trouve que avec la suite de déraisons, il a une bonne réponse à mon board, donc il me reste une 3-4. Et en plus de ça, il joue un bouclier final. Et vu qu'il avait joué un élémentaire au tour d'avant, il a 2-8-8. Bon là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que j'ai pas 36 000 solutions. Je dois continuer de pressure face, hystérie, et ensuite redévelopper du board avec fabricant de baguettes, en espérant que l'hystérie, la 8-8, les 8-8 se suicident ensemble directement et qu'elles ne viennent pas tuer ma 3-4. Bon, évidemment, c'est ce qui vient de se c'est ce qui va se passer. Ma 3-4 se fait tuer, donc pour moi, c'est désastreux hein, dans ce genre de spot. On veut vraiment avoir une cra en plus. Je m'en sors avec 2-2-2. Donc j'ai quand même. Ce qui est bien pour l'instant, pour moi, c'est que j'arrive à finir tous mes tours avec la tempo. Donc pour l'instant, et sachant que là maintenant il est à 15, c'est absolument ce que je veux. Son board est vide, le mien a des créatures, même si elles sont pas très fortes. C'est exactement ce que je voulais. Il fait Flamme Infernale pour répondre à mon board, ce qui continue de lui infliger des dégâts. Et il drop Mozaki. Et là, Mozaki, c'est une nouvelle absolument terrible pour moi. Pourquoi? Parce que je sais que bah, son deck, ça peut faire des dingueries. En plus, enfin de base, son deck va faire des dingueries. Si je lui laisse du spell power, je vais complètement me faire annihiler. Et donc, malheureusement, j'ai pas de bonne réponse dans ma main à l'état actuel pour gérer cette 3-8. Et surtout, j'ai pas envie d'être dans un setup où je dois gérer ces crashs, j'ai envie d'être dans celui où c'est moi qui mets de l'agression. Donc vous allez voir comment je vais m'en débrouiller. Alors déjà, quelle est ma pioche? Prière de désespoir, donc encore pire. Je chope rénovation. Rénovation donc. Attendez, hop. Rénovation. Je choisis d'utiliser rénovation, donc déjà ça me soigne un petit peu, mais bon ça c'est pas très important. Je veux essayer de trouver quelque chose qui va me générer de la tempo ici. Pour moi c'est absolument le plus important. Il faut que je trouve un play qui me permette de débarrasser de ce truc et en même temps de générer ma propre tempo à moi. Alors comment je vais faire ça? Donc rénovation, qu'est-ce que j'ai? J'ai initiation, mot de l'ombre mort et idole discharge. Mot de l'ombre, je me dis que potentiellement ça peut être utile plus tard parce que vu qu'il a des sorts aléatoires, il y a moyen qu'il puisse générer des créatures. Là je suis en train de me demander si je dois même pas Illucia pour essayer de trouver un moyen de l'étal, ce genre de choses, ou même de faire de la tempo, mais malheureusement je me dis, si j'ai Lucia, je lui donne 10 points de vie supplémentaires. Donc ça va clairement pas être une super option. Initiation, il y a des setups où je pourrais initiation Mozaki, mais là actuellement c'est pas le cas. Donc je vais prendre, il me semble que je vais prendre le mot de l'ombre mort parce que Idol Discharge c'est bien mais c'est trop lent. Et ce tour-ci, certes j'aurais pu le cast Idol Discharge, mais c'est juste trop lent en fait. Si je fais ça et que je lui laisse. Enfin, c'est une 10-10, c'est bien en termes de pression, c'est ce qu'on veut faire. Par contre, je me dis que si je lui laisse un Mozaki, il y a un monde où je meurs limite. Ou si encore il a de quoi piocher avec un Mozaki qui a énormément de spell power, je vais juste perdre la game. Donc je me dis que je peux pas faire ça. Déjà, je commence par faire une réanimation morbide. Donc je ne prends pas le sort qui invoque une 10-10. Faire réanimation, je vois ce que j'obtiens. Qu'est-ce que j'ai? J'ai eu une 3-4 et le Mage Scribe. Ok. Donc je pose le Mage Scribe. Et donc là,
j'ai plusieurs options, soit je pourrais essayer de faire prière du désespoir, mais encore une fois, c'est pas le plan de jeu, hein, on veut essayer de le tuer. Du coup, pour activer le match crib, il me reste juste volonté focalisée. Et là, la question c'est est-ce que je me donne 3 points de vie de plus sur ma créa, ou bien est-ce que je silence Mozaki, mais je lui donne 3 points de vie de plus. Je me dis que Mozaki est trop dangereux, et du coup je finis par le silence son Mozaki. Je récupère 2 sorts, qu'est-ce que c'est? Perspicacité, mot de l'ombre, ruine. Ok, donc encore une fois, mon plan de jeu, là je suis toujours dans un setup où je me dis, bon bah il faut que j'essaye de le tuer, on va voir comment ça peut se faire, mais enfin compliqué quoi. Parce que là maintenant, contrairement à avant, il a du board, il a pioché, donc il a des cartes qui vont faire des dingueries. Comment est-ce que je peux m'en sortir quoi? Et donc là, il fait Esprit de bon augure qui permet de récupérer un T7 aléatoire. Il obtient le Tonk, Charlotte de Sombre Lune, et là, il donne +4/+4 à ses créas, et il commence à mettre de la pression. Sachant que là, du coup, potentiellement, je peux le mettre à 8. Et bon, il se trouve que ce Tonk là, c'est une aubaine pour moi. Et le fait d'avoir pris Mot de l'ombre mort, c'est encore plus une aubaine que. Enfin, ça prouve vraiment que c'était le bon pic, non seulement parce que ça pouvait me faire gagner un peu de tempo. Sur le moment, je me suis dit, Idole Discharge, 8 mana, invoque une 10-10, ça va juste être trop lent. Et Initiation, je me suis dit la même chose en fait. Initiation, certes, c'est bien pour récupérer la tempo et en même temps gérer une de ses créas. Donc ça correspond à notre plan de jeu. Mais Initiation, sur ce moment-là, c'était où? C'était. Ouais, on avait un Mozaki. Initiation, certes, ça correspond à ce qu'on veut faire dans notre plan de jeu, mais dépenser 6 de mana pour ça, l'effet va être trop lent. Donc je me dis que je dois prendre un mot de l'ombre mort, sinon je vais juste perdre. Et effectivement, c'était la bonne décision. Pourquoi? Parce que en fait, le mot de l'ombre mort va juste me donner le létal. Parce que je peux mot de l'ombre mort sa créature, push 4 damage face, donc il est à 8, faire miroir des âmes, et du coup, fait que le râle d'agonie va le tuer. Et donc, c'est comme ça que j'ai gagné mon Open Cup, avec euh, un létal sur le miroir des âmes et le tonk de Sombre Lune, le chariot de Sombre Lune, voilà. Hop, donc je prends mes 8 points de dégâts, sauf que lui il en prend 8 aussi, mais vu qu'il a pas de board, ben ça va juste le tuer. Et voilà, c'est comme ça que je gagne cette game et que je remporte mon Open Cup et que je me qualifie pour le Master Tour de Dalaran. Mais ce qu'il faut retenir de cette game, c'est quoi? C'est déjà, en fait, toutes les décisions que j'ai prises au long de la game, c'était des décisions de tempo. Si je m'étais dit dès le départ, bon vas-y, je garde prière du désespoir en main, on va essayer de soigner plus que les dégâts qu'il peut me faire, ben déjà j'aurais pu juste ne pas réussir à tout contrôler. Et surtout, si j'avais pris trop de pression, bah j'aurais juste perdu la game là-dessus. Voilà, donc un bon exemple de pourquoi le prêtre, il faut le jouer comme un deck tempo, il faut essayer dans la majorité des match-ups d'avoir un maximum de présence sur le board, d'être la personne qui met la pression, parce qu'au final ce qui est si fort dans ce deck, qui est considéré comme un deck contrôle, c'est que on est un deck contrôle qui a de bons outils de gestion, mais qui surtout a de bons outils de mettre la pression. Et avoir de bons outils de pression, c'est une chose, enfin de bons outils de gestion, c'est une chose, mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des outils de gestion un peu moins bons, mais qui sont couplés avec une capacité d'agression de base plus élevée, plutôt que d'avoir aucune capacité d'agression, et donc d'être proactif avec les créatures et tout ça, et d'avoir les gestions les mieux équipés du monde. En tout cas, dans Hearthstone, c'est comme ça que ça se marche. C'est comme ça que ça marche. La tempo a toujours un avantage sur le contrôle. C'est pour ça qu'il y a certains match-up de decks mid-range qui se mettent bien contre les decks contrôle, tout simplement parce qu'on génère tellement de pression que le deck contrôle est juste dépassé. Voilà, donc c'était un exemple d'une game que je voulais vous montrer, de pourquoi il faut jouer le prêtre comme un deck tempo et non pas comme un deck purement contrôle. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je vais, je vais faire d'autres analyses des decks, de mes autres decks de mon Open Cup. Donc je vais probablement, bah, en fait, si vous voyez là dans mes onglets, j'ai déjà d'autres games qui sont prêts, que je voulais vous montrer, qui sont prévus pour d'autres vidéos. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne journée et je vous dis à la prochaine. À bientôt.